Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. On va se représenter rapidement, mais moi, je suis Édouard Fordrin de l'ADEME. Et on est ici pour le deuxième webinaire de la communauté ACT en France avec du coup un focus particulier sur les experts, les consultants. Et donc, du coup, merci pour votre présence, merci pour votre participation. Et on a prévu avec l'ABC, avec Damien, et la PCC avec Suzy, un ordre du jour pour justement ce deuxième webinaire. Donc, je vais te laisser la main, Damien, pour présenter cet ordre du jour. Ouais, très bien. Peut-être juste représenter l'équipe, parce Oui. que tout le monde est. Je présente les absents, du coup. Donc, moi, c'est Damien de l'ABC. Je pense que je connais la plupart d'entre vous, mais en fait, on a remis les photos aussi de Lisa et d'Emeline, puisque c'est aussi des personnes avec qui vous êtes en contact et en échange sur le sujet. Et en effet, on a prévu un ordre du jour assez dense avec deux retours d'expérience. C'est pour ça que vous avez les photos de Louis Monnier et d'Erwan Le Breton. Alors, je les laisserai se présenter tout à l'heure. Qui ont accepté d'animer deux débats, en tout cas deux sujets qui nous ont été remontés par vous suite à un questionnaire sur vos besoins. Donc, je présente juste peut-être rapidement le déroulé et puis, Édouard, je te laisse commencer. Donc, on va faire un petit focus sur les actualités de l'initiative ACT. Vous savez, vous avez l'habitude maintenant, ACT, c'est 3 nouveautés par an. En tout cas, c'est très dense et c'est vrai que ça vit pas mal. Je vous présenterai aussi, en termes d'animation, deux sujets, la refonte du site, notamment réalisée par Lisa côté ADEME, et puis l'idée de lancer une plateforme d'échange aussi pour favoriser les discussions entre chaque webinaire. Et ensuite, on aura ces fameux deux retours d'expérience, donc d'Utopie et de Paradigm Shift, si je cite les bureaux d'études, sur deux sujets, deux besoins, l'appréhension des modules qualitatifs et leur côté subjectif, je vais le dire comme ça, et l'adaptation du dispositif au TPE-PME. Voilà, donc on a prévu un temps d'échange à la fin, mais en fait, je pense qu'on le fera au fur et à mesure en fonction des retours. Enfin, voilà. Du coup, Édouard, je te laisse la main pour… peut-être que tu peux prendre la main pour… Ouais, je vais prendre le contrôle du coup. Merci Damien, merci pour cet ordre du jour. Effectivement, comme disait Damien, on a prévu donc plusieurs séquences et le temps de discussion, échange, il y aura toujours un temps prévu à la fin de chaque séquence. De manière assez classique, du coup, un point sur les actualités sur l'initiative ACT. Donc, effectivement, sur le programme volontaire français, donc, il y a ma collègue Lisa Bertrand et moi-même. Mais aujourd'hui, du coup, c'est moi qui représente l'ADEME. Alors, je ne sais pas si j'ai récupéré la main sur les slides. Normalement, oui, mais si tu veux, je le fais. Ah ouais, non, si c'est bon, ouais, super, merci. Alors, première actualité, c'est du coup les nouveaux développements méthodologiques de l'initiative ACT. Il y en a deux. Le premier, c'est la partie ACT adaptation. Donc, ACT, vous connaissez bien, vous avez été formé, soit évaluation, soit ACT pas à pas, soit les deux. Mais on est vraiment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation des activités d'une entreprise. On ne s'occupait pas, on n'évaluait pas la partie vraiment prise en compte du changement climatique, des risques physiques liés au changement climatique et d'adaptation liées à ce changement climatique. Donc, du coup, il y avait ce pan qui était manquant. Et donc, du coup, la volonté de développer un acte d'adaptation en partant toujours de l'accord de Paris, puisque dans son article 7, il y a l'objectif d'améliorer la capacité d'adaptation, de renforcer la résilience et de réduire les vulnérabilités au changement climatique. Et on faisait le constat qu'il y avait quand même un manque de cadre standardisé pour analyser les risques physiques et apprécier la stratégie d'adaptation d'une entreprise. Il y avait certes des normes ISO 14090, 14091 qui posait un cadre, mais qui restait très générique et qui avait besoin justement d'avoir un cadre pour évaluer la stratégie d'adaptation d'une entreprise au changement climatique. D'où les réflexions sur acte d'adaptation en reprenant les principes, la structure d'ACT
atténuation. Ça sera deux parties indépendantes. On pourra faire une évaluation acte-adaptation, une évaluation acte-atténuation, ou mixer les deux pour avoir une évaluation globale de la stratégie climat. Au niveau du calendrier, donc il y a une un cadre méthodologique qui a été posé par ma collègue Stéphia Latino. De mars, donc de maintenant jusqu'à avril 2022, on rentre dans une période de revue critique de la méthodologie par 2 experts indépendants. Et ensuite, à partir du mois de mai jusqu'à novembre 2022, une expérimentation de la méthode avec 15 entreprises de tout secteur, taille et localisation géographique, de manière à pouvoir adopter une méthodologie acte-adaptation en décembre 2022. Donc, il y a un recrutement d'entreprises qui est en cours jusqu'au 4 avril. C'est en ligne sur l'initiative, sur le site de l'initiative ACT. Donc, n'hésitez pas à y aller pour plus d'informations ou si vous avez connaissance d'entreprises qui travaillent sur ce sujet-là et qui souhaiteraient du coup participer à l'expérimentation. Ouais, j'ai du mal avec le contrôle, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais tout à l'heure. Ah, si, c'est bon. Il apparaît, merci. Et donc, du coup, sur acte d'adaptation, donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a 3 volets qui sont considérés. C'est la gouvernance et la prise de décision de l'entreprise sur ce sujet-là. Si l'entreprise a déjà fait une analyse des risques physiques sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et sa capacité, sa stratégie d'adaptation. Donc, on a 3 dimensions qui sont composées de plusieurs indicateurs et qui sont évalués à travers d'une matrice de maturité telle que vous la connaissez dans acte évaluation ou acte pas à pas. Donc, ça ne change pas et à la fin, on obtient du coup une note sur 20 qui compile et qui agrège l'ensemble des notes obtenues sur ces 3 volets stratégiques, la gouvernance, l'analyse des risques et la stratégie d'adaptation. Donc, si vous avez plus, vous voulez plus d'éléments, c'est Stéphia Latino avec l'adresse mail qui apparaît à l'écran, mais juste une vigilance, hein, la méthodologie d'adaptation, ce n'est pas une méthodologie d'analyse de risque. On va analyser la stratégie de l'entreprise par rapport à ses risques physiques et l'adaptation liée au changement climatique. Deuxième sujet, c'est Act for Finance. Donc là, en fait, on rebascule sur la partie réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un nouveau développement méthodologique donc à destination des institutions financières. Et l'idée, c'est de proposer également une méthodologie pour évaluer les stratégies de décarbonation de ces institutions financières et d'évaluation du coût de leur portefeuille d'investissement, par exemple. Donc là, de manière assez classique, on a un comité de pilotage qui réunit l'ADEME, le CDP, la World Benchmarking Alliance et puis 2 représentants de place. Un secrétariat avec l'ADEME et puis on va réunir des technical working groups comme pour tout développement méthodologique sur acte, mais on va le scinder du coup en 2 avec un groupe de travail sur l'aspect plutôt crédit avec 20 institutions financières et 5-6 experts supplémentaires et un deuxième groupe de travail plutôt sur la partie investissement. Pareil avec une vingtaine d'institutions financières et 5 à 6 autres experts, sachant que pour chapeauter tout ça, il y aura un groupe d'experts techniques consultatifs pour apporter une expertise technique sur les discussions des groupes de travail qui, eux, seront sur vraiment les discussions techniques spécifiques à leur activité et la revue des méthodologies préparées par le secrétariat. Donc, un schéma assez classique de développement méthodologique pour les acteurs financiers, si ce n'est qu'il y a quand même 2 groupes de travail, 2 sous-groupes de travail, plus un groupe d'experts consultatifs. Là, au niveau du calendrier, on vient de terminer la phase de préconfiguration cadrage méthodologique. Et donc, on est dans la phase de recrutement des acteurs avec, de manière classique, une première phase de développement méthodologique pendant 6 à 7 mois pour, du coup, réunir les groupes de travail techniques et arriver du coup via des consultations et des réunions à une première version de la méthodologie d'ici octobre 2022 pour ensuite basculer sur la partie expérimentation, donc pareil 6 à 7 mois avec une vingtaine d'institutions financières. Donc là l'idée c'est d'expérimenter la méthode en recrutant des entreprises, des acteurs financiers, collectant les données, en faisant l'analyse et en tirant du coup des conclusions, des enseignements et des retours pour faire une première photographie sur la base des acteurs financiers engagés et 2, faire un tour d'expérience pour améliorer la méthodologie.
Ça, c'était l'actualité sur le développement méthodologique. Sur voilà, l'accompagnement financier des organisations, là, je vais être très rapide. C'est des choses qu'on avait déjà dit lors du premier webinaire. Pour des entreprises qui souhaitent s'engager dans ACT, ou en tout cas dans un parcours de transition bas carbone, il y a des dispositifs financiers. Pour les bilans d'émissions de gaz à effet de serre et pour les entreprises de moins de 500 salariés, c'est le DIAG Décarbonation. On en avait parlé lors du premier webinaire. Et sur ACT, pas à pas, ou sur ACT Évaluation, il existe toujours en 2022 le dispositif tremplin pour les PME, le programme volontaire pour toute entreprise, mais qui va plutôt s'adresser du coup aux ETI et aux grands groupes avec des financements jusqu'à 50%, puisque pour les PME, le guichet le plus intéressant reste le guichet tremplin pour la transition écologique des PME, avec des subventions qui sont plus intéressantes, jusqu'à 25 KE pour un accompagnement acte pas à pas, et jusqu'à 5 KE pour 4 KE sur une évaluation acte. Donc clairement, pour les PME, c'est plutôt ce guichet-là qu'il faut privilégier. Pour le programme volontaire, c'est centralisé au niveau de ma direction adaptation, aménagement et trajectoire de bas carbone. Et donc, ça sera plutôt à destination des ETI et des grands groupes. Et là où je voulais vous donner vraiment l'actualité liée à l'accompagnement, c'est l'appel à projet ACT 2022, mais cette fois-ci pour les opérations collectives. Là, ici, on parlait d'opérations individuelles. On prévoit aussi des choses sur les opérations collectives. Alors, pour ces opérations collectives, on va lancer un appel à projet. On va lancer, l'objectif, c'est de le lancer à la fin du mois pour le grand défi écologique de l'ADEME, qui a lieu la semaine prochaine. Et d'avoir du coup un appel à projet avec 2 périodes, donc un calendrier en 2 temps, avec un premier relevé des premiers projets en juin 2022 pour une sélection des dossiers et un démarrage en septembre 2022. Et ensuite un deuxième relevé en novembre 2022 pour une sélection des dossiers et un démarrage soit en décembre ou en janvier 2023. Ce qu'on va viser en fait avec ça, c'est des types d'opérations et des porteurs de projets. C'est des opérations collectives clairement sur acte pas à pas ou acte évaluation ou les deux. Ça peut mixer les deux. Donc ça dépendra de la maturité des entreprises. Ça peut viser un secteur particulier, un territoire particulier, un angle d'attaque particulier, par exemple le lien avec une autre approche. Et en fait, on souhaite avoir des porteurs de projets qui soient soit des porteurs pouvant mobiliser un collectif d'entreprises, donc de manière assez classique, habituelle des fédérations, des associations sectorielles, techniques, locales, territoriales, et des bureaux d'études aussi qui peuvent mobiliser un collectif d'entreprises. Ça, c'est le premier type de projet. Le deuxième type de projet, ce sont des donneurs d'ordre, donc des grandes entreprises qui veulent décarboner leur chaîne de valeur et accompagner leurs fournisseurs sur le sujet de la décarbonation. Donc là, on est plus sur le lien avec une entreprise particulière et la décarbonation de ses fournisseurs pour décarboner aussi ses activités. L'accompagnement financier sera de 50% au maximum de notre côté ADEME, mais dans l'appel à projet, il y a une incitation forte aussi auprès des porteurs de projets éventuels pour identifier des cofinancements ou augmenter le financement propre de manière à pouvoir augmenter le nombre de projets retenus et, in fine, le nombre d'entreprises mobilisées. Ça, donc, c'était la deuxième actu sur l'accompagnement financier. Et puis, Édouard, oui. Il y a encore des actus, mais comme c'est sur 2 sujets, c'est plus des actus sur le quotidien, il y avait 2-3 questions, peut-être qu'on peut y répondre maintenant Oui. sur histoire de ne pas se perdre dans les sujets. Je te laisse regarder, mais il y en avait sur Act for Finance. Si on cherchait encore, si l'ADEME cherchait encore des banques, donc ça c'était une question d'Antoine, voire même de rappeler l'objectif de For Finance. Voilà, si tu peux redire, c'est pour ne pas perdre le fil. Si Ok, tu peux ça redire marche. 2-3 trucs là-dessus. Ouais, donc oui, on est en phase de recrutement des membres des groupes de travail technique. Donc je vais vous mettre dans le fil de discussion mes collègues qui suivent directement et qui pilotent cette initiative. C'est Anatole Mété-Grolier et puis Kim Nguyen U, mais je vais vous mettre du coup les adresses mail dans le fil de discussion après ma présentation.
Et oui, donc on cherche effectivement des experts pour les groupes de travail technique. Après, je ne peux pas dire à leur place si effectivement on pourra accueillir tout le monde, mais en tout cas, on est dans cette phase de recrutement, donc je pense que ça vaut le coup effectivement de vous rapprocher pour ceux qui sont intéressés, soit les acteurs financiers ou les experts, de se rapprocher du coup de mes collègues. Et l'objectif, c'est vraiment comme on a en fait des méthodologies ACT pour les entreprises, pour évaluer les stratégies de décarbonation des entreprises. Là, l'idée, c'est de toucher aussi les stratégies de décarbonation des acteurs financiers, des institutions financières, que ce soit du coup des banques ou des investisseurs qui, du coup, dans leur portefeuille ou dans leurs actions, vont du coup aussi investir. Et l'idée, c'est que ces portefeuilles soient également décarbonés. Donc là, on touche plus la question de la réorientation des flux financiers vers du coup les entreprises qui travaillent sur le sujet de la décarbonation, qui définissent et mettent en œuvre des stratégies de décarbonation. Donc voilà, l'idée c'est de toucher cette cible un peu différente, mais qui aura du coup un impact forcément sur les entreprises également. Je sais pas si tu veux continuer à prendre les questions. Ouais. Du coup, ça arrive au fur et à mesure, donc soit on continue, soit on les prendra après. Non, je vois un peu les questions sur oui, sur est-ce que les entreprises aient déjà mis en place une stratégie bas carbone pour qu'elle soit éligible pour Act for Finance? On est sur une évaluation, donc c'est plus pertinent de faire une évaluation sur la base effectivement d'une stratégie qui existe, ou en tout cas d'une première version de stratégie. Sinon, c'est quand même un peu plus compliqué. Les critères d'éligibilité, du coup, je vous mettrai en contact avec les porteurs, du coup, que ce soit donc mes collègues Kim Nguyen Hu ou Anatole Mété-Grelier, comme ça on pourrait du coup échanger un peu plus sur les critères d'éligibilité. En général, voilà, c'est tout acteur intéressé qui a une stratégie de décarbonation, en tout cas des actions à évaluer, qui veut du coup un point de repère sur ces stratégies de décarbonation. Je vois une question aussi pour les appels projets collectifs acte pas à pas, si l'accompagnement financier maximum est de 50%, les PME n'ont-elles pas intérêt à passer par le dispositif tremplin? Ça peut être effectivement une piste de passer par tremplin pour les PME, mais ça ne marche que pour les PME. Donc à partir du moment où on bascule sur une ETI ou sur un grand groupe, ce guichet-là n'existe plus. En tout cas, il existe, mais les entreprises ne sont pas éligibles. Donc là, effectivement, il faudra passer soit par une opération individuelle, soit une opération collective. Mais oui, pour les PME, c'est clairement je maintiens ce que j'ai dit, c'est le guichet tremplin qui est le plus intéressant financièrement parlant. Après, j'imagine, en tout cas, moi, j'ai des discussions avec des acteurs là-dessus. J'imagine qu'une opération collective, même de TPE, PME, est peut-être plus simple à cofinancer qu'une opération individuelle sur d'autres bailleurs. Donc, ça dépend, en fait, ça dépend un peu des cas, ça dépend un peu des cas, mais j'imagine que vous pouvez peut-être trouver d'autres financeurs en présentant une opération collective de PME. Donc, je ne sais pas, ça dépend vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je pense à un territoire que j'ai en tête et ça sera sûrement plus simple si on y va collectivement qu'individuellement. C'est l'idée de cet appel à projet collectif, c'est aussi que voilà, il y a aussi d'autres acteurs qui puissent financer la décarbonation des entreprises. Bien sûr, nous, l'ADEME, on a un rôle à jouer dans cet accompagnement financier. On le joue, on assume ce rôle d'accompagnement financier. Mais si on veut effectivement massifier, c'est intéressant aussi de pouvoir aller chercher d'autres acteurs et de les toucher avec les bons arguments, comme tu viens de le dire, du coup, Damien, pour accélérer la transition bas carbone des entreprises françaises. J'avance aussi parce que du coup, je vois que le temps avance. D'autres actualités que je voulais évoquer avec vous. Alors, il faut que je retrouve la main, voilà, sur les slides.
Alors, c'est actualité et rappel aussi. C'est le premier, c'est les licences actes pour les consultants. Donc, à partir du moment où vous, en tant qu'expert consultant, vous utilisez Acte et vous souhaitez mettre en œuvre Acte pour vos clients et du coup avoir une utilisation commerciale, n'oubliez pas du coup d'acquérir une licence. Ça vous permet d'avoir une mise à disposition des outils d'évaluation et des outils Acte pas à pas et surtout les dernières versions des outils. Donc, c'est l'intérêt. C'est aussi l'intérêt du coup d'avoir un service après-vente dédié à l'utilisation des outils avec une adresse mail dédiée qui apparaît à l'écran, de bénéficier des dernières versions, notamment la nouvelle interface pour Acte Évaluation et l'intégration des nouveaux secteurs dans les outils Acte pas à pas qui devraient être opérationnels en avril 2022. Je pense à des secteurs comme l'agroalimentaire, l'acier, la chimie, le verre, etc. Donc, c'est des développements méthodologiques qui ont lieu sur Acte Évaluation et qu'on intègre du coup dans les outils Acte pas à pas. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre votre licence, sachant qu'au niveau tarifaire, on a plusieurs possibilités, soit de prendre uniquement Acte Évaluation, donc c'est 1 500 € par an, ou uniquement Acte pas à pas, c'est 1 000 € par an, ou les deux, et c'est 2 000 € par an, sachant que c'est vraiment forfaitaire, ce n'est plus variable en fonction du nombre d'évaluations, du nombre d'accompagnements que vous faites. Donc voilà, c'est une licence annuelle qui peut également être réduite, enfin avec une réduction s'il y a un engagement sur plusieurs années, sur 3 ans. Donc là, du coup, à chaque fois, ça fait grosso modo, l'idée, c'est d'offrir la troisième année, donc une réduction du coup d'un tiers, que ce soit sur Acte Évaluation ou Acte pas à pas, ou les deux. Donc voilà, ça dépend du coup de votre volonté, mais n'oubliez pas d'activer ça. Je vois les questions, je vais, pareil, juste après ma présentation, je vous donne les contacts pour la licence. C'est Christelle Milotte qui fait la gestion de ces licences. Donc, je vous mettrai du coup ces coordonnées dans le fil de discussion juste après ma présentation. Et le dernier point d'actu que je voulais évoquer avec vous, alors c'est de l'actualité, sachez des réflexions en cours. Alors, sur le système de reconnaissance Acte pas à pas. Alors, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été formés à Acte pas à pas. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais je voulais quand même être transparent avec vous sur nos réflexions en cours et notamment sur le système de reconnaissance que l'entreprise peut activer si elle souhaite communiquer officiellement dans Acte pas à pas ou qui n'est pas non plus une obligation. Donc, l'entreprise n'est pas obligée de l'activer si elle ne souhaite pas communiquer sur ses progrès dans Acte pas à pas. L'idée et les bénéfices, c'est de pouvoir être récompensé par la mise en valeur des efforts de l'entreprise tout au long du processus, d'être guidé pour une utilisation adéquate et donc fructueuse d'Acte pas à pas, d'être membre de la communauté Acte pas à pas et de valoriser du coup l'action en faveur du climat encouragée auprès d'autres entreprises et au-delà. Et donc ce système de reconnaissance, il faut que je défile les slides. Voilà, il y a 3 points de... Il y a 3 points de contrôle. Il y a le premier point de contrôle qui apparaît donc, au moment de l'engagement, avec du coup des actions clés ou des prérequis à réaliser, donc notamment l'engagement du conseil d'administration, nommer un sponsor pour cela, un coordinateur également, et former le coordinateur et réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a le point de contrôle numéro 2 au moment de la définition de la stratégie. Donc là, du coup, avec un engagement de l'entreprise à définir sa stratégie et à la mettre en œuvre. Et puis, un dernier point de contrôle au moment de la définition du plan d'action et également un engagement à le mettre en œuvre. Pour le moment, ce système de reconnaissance, il existe, c'est ce qu'on demande du coup aux entreprises dans le cadre des conventions que l'on signe individuellement ou collectivement, dans le cadre d'une opération collective, mais on l'utilise plus comme un suivi administratif des conventions et du coup de l'avancement et des progrès réalisés par l'entreprise. Ce qu'on aimerait faire, c'est que ça soit vraiment aussi un système de certification
de Acte Pas à Pas et des progrès réalisés par l'entreprise sur le sujet de la décarbonation. Et donc, du coup, l'idée, c'est de travailler actuellement sur ce qu'on fait actuellement sur un référentiel de certification Acte Pas à Pas et ensuite de recruter un groupe de vérificateurs certificateurs pour ce système de reconnaissance donc sur l'année 2022, sachant qu'il y aura un coût estimé pour les entreprises qui sera de l'ordre de 3 000 € en moyenne pour valider les 3 étapes. Donc, pour résumer mon discours, ce qu'on veut en faire, c'est basculer d'un système de vérification plutôt administrative et de suivi de conventions entre l'ADEME et l'entreprise à vraiment un système de certification reconnaissance avec un référentiel dédié, des certificateurs qui viendront du coup certifier les progrès réalisés par l'entreprise. Alors, je regarde un petit peu les questions. Les contacts pour prendre la licence, donc ça, je vais vous les donner juste après. Les coûts de licence ne sont-ils pas défavorables aux petites agences de conseil qui peuvent n'avoir qu'un ou deux accompagnements par an? Alors, c'est vrai que la première approche était d'avoir, comme je disais, en fait, une licence qui soit un prix qui soit variable selon le nombre d'accompagnements ou d'évaluations réalisées. C'était la première approche qu'on avait retenue et finalement, après une étude de marché et un accompagnement par des experts qui avaient sollicité plusieurs entretiens, que ce soit auprès des entreprises, mais également des bureaux d'études. La conclusion en fait, de cette étude-là de marché, c'était d'aller sur un tarif unique à l'année et du coup d'amortir au maximum ce prix-là en essayant de réaliser plusieurs évaluations actes ou plusieurs accompagnements. Donc voilà, c'est les résultats du coup de cette étude. Faut-il être formé Acte Pas à Pas si on a déjà été formé Acte Évaluation? Alors, c'est dans l'absolu pas nécessaire, sauf si vous voulez accompagner les entreprises dans Acte Pas à Pas. Vous connaissez bien Acte Évaluation, donc là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez accompagner les entreprises dans Acte Pas à Pas, c'est quand même un exercice particulier avec des outils particuliers, avec un objectif qui est différent. Donc, il faut effectivement se former si vous voulez proposer ce type d'accompagnement aux entreprises. En tant que consultant accompagnateur Acte Pas à Pas, à qui faut-il envoyer ces points de contrôle? Donc, pour le moment, c'est l'ADEME. Et l'idée, c'est qu'effectivement, après, on puisse s'appuyer sur un groupe de certificateurs pour vraiment avoir un système de certification. Et quel est le type de livrable du système de reconnaissance délivré par l'ADEME? L'idée, ça sera voilà, d'apporter une certification, labellisation des progrès réalisés. Étape 1 au moment de l'engagement, étape 2 au moment de la validation de la stratégie, étape 3 au moment de l'élaboration du plan d'action et de l'engagement à mettre en œuvre. Donc, ça sera du coup des choses qui pourront être communiquées par l'entreprise et qu'on pourra également nous communiquer, valoriser de manière assez classique sur notre site web ou sur d'autres supports de communication. Alors, les sessions de formation Acte Pas à Pas sont rares. D'autres sessions supplémentaires sont-elles prévues? Oui, on essaie de proposer une formation tous les 2 mois. Il me semble que la prochaine formation Acte Pas à Pas conseillé doit être au mois de juin. Si je ne me trompe pas. Donc là, il y a un petit trou, mais on essaie d'avoir une formation tous les 2 mois. Et de manière globale, là, en interne, on va redéfinir, réfléchir à notre stratégie du coup aussi de formation, puisque effectivement, on voit bien qu'il y a pour le moment beaucoup de demandes, plus de demandes que d'offres, que de places disponibles. On en a bien conscience. Et donc on essaie de répondre, on va essayer d'améliorer ça. Et pour le moment, de répondre au mieux avec une formation tous les 2 mois pour Acte Pas à Pas conseillé. A-t-on toujours la licence gratuite sur une période après la formation Acte A ou Acte S? Non, il n'y a pas de licence gratuite. Il n'y a jamais eu de licence gratuite sur Acte Pas à Pas ou sur Acte Évaluation. Il y a toujours une période d'adaptation après la formation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'activer la licence juste après la formation, mais à partir du moment où vous faites une utilisation commerciale, là, effectivement, il faut activer la licence. Donc, ça peut être soit juste après la formation,
ou au moment de du coup la signature, je sais pas moi, de votre premier contrat. Mais voilà, c'est à partir du moment où il y a un accompagnement ou une évaluation, il faut prendre en compte cette et acquérir du coup la licence. La question sur la formation acte pas à pas, acte évaluation, j'ai déjà répondu. Ce sont 2 formations séparées, donc 2 exercices séparés avec des outils qui sont propres et des objectifs qui sont propres. Donc effectivement, il faut suivre les deux parcours de formation. Je regarde un peu les questions. Faudra-t-il se former à acte adaptation si nous voulons utiliser la méthode? Ouais, ça, c'est des bonnes questions. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. J'imagine que oui. Mais pour le moment, l'objectif, c'est plutôt le développement de la méthodologie. Donc voilà, je t'invite, Erwan, à contacter du coup Stéphie Latino sur cette partie-là. Peut-on former en interne les consultants acte pas à pas? Oui, on peut former en interne sur des sessions intra. C'est une possibilité également pour former les consultants. Désolé, je relis en même temps un petit peu les questions. La licence est obligatoire si l'entreprise ne souhaite pas aller plus loin qu'un simple accompagnement hors programme de reconnaissance. Oui, à partir du moment où il y a une utilisation commerciale de la méthode ACT et des outils ACT, il y a nécessité effectivement d'acquérir une licence, quelle que soit après la volonté de l'entreprise, qu'elle souhaite communiquer ou pas, ou utiliser acte pas à pas ou acte évaluation plutôt sur de l'amélioration interne. Voilà, là on est vraiment sur la partie utilisation commerciale. Compte tenu des prix de licence, une version française des outils est-elle envisagée? On reste pour le moment sur des outils et initiatives internationales, donc avec l'anglais en langue principale. Maintenant, il y a quand même quelques outils selon les besoins qui sont traduits en français. Je pense à Acte pas à pas, par exemple, la grille de progression et la boîte à outils stratégiques sont des outils qui ont été traduits également en français. Donc oui, au fur et à mesure, il y a des choses qui sont traduites, mais l'anglais reste la langue principale. Le système de reconnaissance est-il obligatoire dans le cadre tremplin ADEME? Officiellement, non. Mais l'idée, effectivement, d'une entreprise qui bénéficie d'une subvention de l'ADEME, quelle qu'elle soit, c'est d'aller sur le système de reconnaissance de manière à ce qu'elle s'engage aussi et qu'elle soit transparente sur ses progrès et sur sa stratégie de décarbonation. Donc, sur le programme volontaire Acte en France et sur l'appel à projet, c'est des choses effectivement qu'on demande à ce qui est l'engagement dans le système de reconnaissance. Tremplin est quelque chose qui est plus simple, plus facile d'accès, plus intéressant financièrement. Mais l'idée, c'est quand même qu'effectivement, une entreprise qui bénéficie d'argent public puisse s'engager et d'être transparent sur ses progrès réalisés. Donc, l'idée, effectivement, est quand même d'inciter, dans le cadre de Tremplin, à aller sur le système de reconnaissance. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. Et je vais du coup vous donner les contacts que je vous ai promis. Et puis, je vais te laisser la place peut-être, Damien, pour te laisser la Ouais, parole pour je vais faire la ça. suite. Ouais, je vais faire. Merci en tout cas, Edouard, pour avoir répondu aux questions en toute autonomie. Du coup, je vais aller rapidement parce que l'idée de ce webinaire, c'était quand même de favoriser un peu l'échange entre vous et que je vois que l'heure tourne. Alors, non, j'ai récupéré le partage. Est-ce que c'est bon? Ça a changé? Ok, top, C'est ça a bon. changé. Alors, du coup, 2 informations concernant l'animation de la communauté. Pour rappel, hein, c'est la PCC et l'ABC qui, pour le compte de l'ADEME, ont en charge cette animation. Donc, il y a
plusieurs actions qui sont menées en parallèle. Donc là, c'est pareil, je voulais vous préciser deux petites actus. Alors, Édouard a parlé pas mal d'informations. Sachez que de façon générale, toutes ces informations-là sont quand même présentes sur le site d'Act Initiative. Donc moi, je vous invite régulièrement à y aller de façon ouais, régulière. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est vraiment la Bible de Act. Donc là, juste pour vous dire que le site dédié à la communauté Act en France, donc il y a une page spécifique sur cette communauté, a évolué récemment. En tout cas, il y a une refonte et l'idée, c'était d'avoir un parcours utilisateur un peu plus simple pour aussi vous favoriser la recherche d'informations. Donc, il y a toute une partie soutien financier, donc avec les dispositifs qu'Edouard vient de présenter. Donc, je ne vais pas y revenir, mais sachez que toutes les informations sont présentes sur le site ici. Et il y aura, c'est là où l'opération, l'appel à projet sera précisé, j'imagine, Edouard. Quand il sera lancé sur la partie Ouais. opération collective de la page soutien financier. Voilà, donc il y a la partie financière, la partie technique. La partie technique, c'est là où vous allez avoir l'ensemble des informations sur les formations. Donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les formations obligatoires, pas obligatoires, sessions, quand et où. Merci d'ailleurs, Jennifer, d'avoir répondu dans le chat aux questions sur les formations. Donc là, c'est là, vous avez toutes les méthodes qui sont aussi disponibles ici. Alors, je vous rappelle, hein, les méthodes sont… Alors, les outils sont sous licence, mais les méthodes sont libres. Donc, c'est aussi, je pense, un message qu'il faut faire passer. Parce que, voilà, c'est aussi de la ressource supplémentaire. Vous avez des informations sur le réseau de consultants. Et puis, vous avez la partie ensuite animation, qui est en pleine évolution, puisqu'on a lancé cette partie en début d'année, avec un espace ressources où vous allez retrouver un certain nombre de vidéos, de fiches de bonnes pratiques qui sont en cours de construction. Vous allez avoir également un espace utilisateur avec cette fameuse plateforme d'échange qu'on est en train de mettre en place. Et puis, on ne l'a pas forcément reprécisé, mais tout ça est chapeauté par un comité de gouvernance que l'ADEME anime. Et voilà, donc c'est juste pour vous… En fait, cette slide, elle est là plus pour vous faire un petit rappel sur aller régulièrement sur ce site actinitiative.org/fr sur la partie communauté Act en France. Et là, vraiment, vous avez l'ensemble des informations qui sont mises à jour. En interne, côté ADEME, ABC, APCC, on a pas mal échangé sur la partie plateforme d'échange. Alors, je remercie Suzy côté APCC et Quentin côté ABC pour s'être creusé la tête sur un benchmark, sur toutes les solutions existantes. Alors là, on est sur une proposition, ça reste encore à valider en interne, notamment côté ADEME. Mais, et je pense que vous n'allez pas être surpris parce que beaucoup d'entre vous font partie soit de la communauté ABC, soit de la communauté APCC, mais l'idée, c'est de privilégier une plateforme type Slack. Donc, ça ne sera pas Slack pour des raisons de licence. A priori, on s'orienterait plutôt sur Mattermost, qui est une version open source, mais qui ressemble beaucoup à Slack. Et je ne vais pas vous dire les avantages de ce genre de plateforme, mais l'idée, c'est vraiment de privilégier l'échange en temps réel. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup posé la question forum ou échange, et on s'est plutôt orienté sur de l'échange en temps réel, avec quand même la possibilité d'organiser les espaces de discussion par thématique. Donc voilà, et je pense que ça devrait être lancé. On attend côté APCC, ABC, une validation de l'ADEME, mais je pense, Edouard, sauf erreur de ma part, qu'on devrait lancer ça assez vite. Oui. Et une fois qu'on a pris la décision, on vous enverra un mail et un tuto pour vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Mais je ne doute pas que la plupart d'entre vous sont déjà utilisateurs de ce genre de plateforme. Voilà, donc ça devrait venir assez vite. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions après, mais je vous propose de passer. Et le dernier sujet que je voulais évoquer avant de donner la parole aux experts, c'était la partie, le rythme des webinaires qu'on propose aujourd'hui, puisque en fait, quand on a fait un premier sondage côté experts et côté bureau d'études sur les priorités en termes d'outils d'animation, il s'avère que finalement les webinaires experts ne sont pas… Alors, ils ont été
ils ont reçu des voix, mais ils n'ont pas été identifiés comme prioritaires par rapport au nombre de participants. Et donc, du coup, la question qu'on se pose, c'est quel rythme pour les webinaires? Est-ce qu'on maintient un rythme mensuel, que expert, trimestriel avec entreprise, autre rythme? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est pour nous permettre d'avancer, c'est éventuellement de nous donner vos desiderata directement sur le chat. Comme ça, nous, on analysera vos réponses directement à travers le chat. Voilà, l'idée, ce n'est pas de vous sursolliciter. On est prêt à faire un webinaire mensuel. Dans tous les cas, on prévoit de vous faire remonter et de faire remonter vos besoins en amont de chaque webinaire. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire des webinaires pour faire des webinaires, hein, c'est de vraiment traiter vos besoins et vos questions. C'est d'ailleurs le sujet des 2 prochaines interventions, puisque ce sont 2 sujets qui ont été remontés. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si cette fréquence vous va, si vous la voyez moindre, si vous voyez, alors peut-être pas forcément plus, mais en tout cas, voilà, comment vous sentez les choses. Du coup, je vois que voilà, ça répond. Edouard, tu as répondu aux questions. Ok, bon, il n'y a pas vraiment forcément de questions sur la partie communauté, mais sachez qu'en tout cas, ça avance côté ABC, APCC, ADEME sur ces sujets. Et voilà, et on avait prévu de passer à 10h40 au témoignage, Edouard, donc je pense qu'on peut lancer la partie échange et questions. N'hésitez pas à compléter sur la fréquence des webinaires. Effectivement, je vois que ça commence à contribuer. Là, donc, merci Béa pour les premières contributions. Voilà. Pendant qu'on échange sur les autres sujets, n'hésitez pas à rebondir. Et puis, nous, on triera avec Damien et puis Suzy et on agrégera tous vos retours. On verra. L'idée, voilà, c'est tous les combien de temps vous sollicite, on vous mobilise. Donc, voilà. Donc, ces webinaires sont là aussi pour échanger. Et donc, merci aux 2 intervenants qui ont accepté le jeu de l'échange et du retour d'expérience sur 2 sujets, la partie l'appréhension des modules qualitatifs et l'adaptation du dispositif au TPE-PME. Du coup, c'est que je propose directement de passer la parole à Louis. Je vois que tu as allumé ta caméra, donc tu étais au taquet. Peut-être je te laisse te présenter. Je pense que tu peux prendre la main. Sinon, je passe les slides, comme tu veux. Franchement, je veux bien que tu passes les slides si ça te dérange pas. Ok, ça marche. Du coup, je te laisse te présenter tes slides pour lancer un peu un débat sur le sujet. Yes, merci beaucoup. Alors, moi, je suis consultant chez Utopie dans l'équipe d'Antoine Join. Je travaille notamment avec Hilaria Balletto, que certains ont déjà peut-être croisé en formation. Acte pas à pas. On a chez Utopie plusieurs accompagnements acte pas à pas en cours. Un qui touche à sa fin, enfin qu'on a commencé très tôt et qui arrive aujourd'hui dans les dernières étapes. Et puis beaucoup qui sont plutôt dans les premières étapes encore de diagnostic initial, d'analyse des risques opportunités. Voilà, et donc je suis chargé d'introduire cette discussion sur les modules qualitatifs et la subjectivité qui leur incombe. Donc, je vais faire un court Rex de 5-10 minutes, pas plus. Et puis ensuite, le but, ce sera que vous activiez vos micros et qu'on discute ensemble. Alors, un rappel rapide, mais ça ne fait pas de mal, hein. Les modules qualitatifs dans ACT sont les 5 qu'on voit dans la partie basse de la diapo. Donc, le management, l'engagement fournisseur, l'engagement client, l'engagement public et le modèle économique. Et donc, c'est de ces 5-là dont on va discuter principalement. Les 4 autres quantitatifs, donc l'objectif de réduction, les investissements matériels et matériels et la performance des produits étant un peu moins sujets à la subjectivité. Et donc, sur la diapo suivante, je voulais faire aussi un court préambule sur cet enjeu de la subjectivité pour dire qu'il y a à notre sens, 2 principaux niveaux de subjectivité dans ACT qui sont, alors le premier qui vient du fait qu'il y a 5 niveaux de maturité qui sont fixes dans les matrices et donc qu'on essaie de faire rentrer l'entreprise ou un cas particulier dans une case. Et donc là, il y a une dimension d'interprétation et puis on est sur des cases ou des grilles qui ne correspondent pas forcément toujours à la réalité exacte d'une organisation. Et puis le deuxième niveau de subjectivité, il est inévitable, c'est une évaluation. Alors, dans acte pas à pas et dans acte évaluation, et donc il y a un avis, un jugement humain, et ça, c'est inévitable. En préambule aussi, on peut dire que cette subjectivité, elle est
associée à enfin, elle est subjective, mais le jugement n'est pas nécessairement arbitraire, que cette subjectivité, elle est partagée et elle doit être aussi partagée avec le coordinateur, notamment via l'espace de commentaires, et que les choix peuvent quand même être justifiés et motivés par quelque chose. Donc, ce n'est pas la subjectivité, si elle est partagée et si on a conscience que subjectif ne signifie pas arbitraire, et ce n'est pas nécessairement quelque chose de très problématique pour l'évaluation. Et donc, en effet, sur la diapo suivante, bon, je vais faire 3 très courts rex sur des accompagnements acte pas à pas qu'on a pu mener ou qu'on est en train de mener, et des cas un petit peu différents où on s'est heurté à cet enjeu de la subjectivité. Donc, le premier cas pour un équipementier automobile français qui compte un peu plus de 4000 collaborateurs. On a travaillé de façon très classique, rien de révolutionnaire avec eux. On a le coordinateur en fait a pré-rempli la grille, donc le diagnostic initial dans acte pas à pas, en renseignant le champ commentaire en particulier pour les questions sujettes à interprétation ou quand il avait des doutes. Et puis ensuite, le conseiller a fait une revue critique de la grille et a échangé ensuite avec le coordinateur pour arbitrer et ajuster parfois en allant creuser certains points. Et ce dont on s'est aperçu dans ce cas-là, et c'était une organisation assez complexe qui démarrait un petit peu sur enfin, qui commençait à s'intéresser au sujet climat et à les intégrer à sa stratégie, c'est que plusieurs allers-retours ont été faits au cours du projet vers le diagnostic initial pour ajuster certains scores en cours de route. En fait, on s'est rendu compte parfois que le point de départ qu'on avait évalué ensemble avec le coordinateur n'était pas le bon, en allant creuser les sujets et en comprenant mieux, alors pour nous, leur pratique, et puis pour eux, en comprenant mieux ce qui se cachait réellement derrière ce diagnostic initial et derrière chaque question. Et on s'est dit qu'en fait, le diagnostic initial n'était pas figé pendant l'accompagnement, et que si on se rendait compte qu'à un moment, notre subjectivité nous avait poussé à faire un choix qui n'était pas nécessairement le bon, il était possible d'y retourner en cours de route. Un deuxième cas, donc c'était une entreprise beaucoup plus petite, une PME, Bicorp engagée. On a adopté un process similaire à celui-ci dessus. Et on a constaté que dans ce cas précis, c'était parfois un petit peu compliqué de valoriser certaines pratiques, et que le coordinateur en entreprise était parfois un petit peu réticent à se positionner sur des niveaux de maturité avancés, parce qu'il y avait peu de choses qui étaient formalisées et structurées en interne. Les niveaux où les questions sont parfois très stratégiques, et finalement, le coordinateur, là, on venait à oublier les pratiques réelles. Alors, bon, un exemple hyper rapidement, mais je crains que ce ne soit pas très lisible sur la diapo, mais par exemple, dans le management, on a une question sur est-ce que le management est incité à intégrer la question, enfin, est incité sur le volet climat, notamment via des primes ou autres systèmes d'incitation. Et là, en fait, donc dans cette entreprise en question, il n'y avait pas d'indicateur ou de prime vraiment mise en place sur le volet climat. En revanche, il y avait des questions climat qui sont systématiquement abordées lors des entretiens annuels avec tous les collaborateurs. Et la personne initialement se positionnait sur le niveau de maturité le plus bas, parce que pas d'indicateur formalisé, pas de stratégie formalisée, pas de prime. Et en fait, en discutant, on s'est dit que finalement, peut-être que le premier niveau de maturité était le plus adapté pour rendre compte de quand même ces bonnes pratiques qui sont en place, même si pas encore formalisées. Bon, et un troisième cas sur la diapo suivante rapidement. Donc ça, c'est dans le cadre d'une action collective qu'on mène avec les Bicorp et puis d'autres cabinets, Ecodev, Tuvalu et BL. On a, donc dans la première étape, en fait, on a animé un atelier de découverte benchmark en amont du moment où les entreprises ont dû remplir la Progress Grid et le diagnostic initial, pour leur permettre de se familiariser avec l'outil au-delà de la formation, et puis de se comparer sur différentes dimensions. Et donc, on a réparti les entreprises en sous-groupes, et on les a fait chacune travailler sur un des modules, alors qualitatifs ou quantitatifs. Et on les a fait échanger et se positionner ensemble en justifiant leur choix. Et donc, on a constaté que l'opportunité dans les actions collectives de pouvoir se benchmarker, d'échanger, de se comparer avec les autres,
les a amenés à se positionner d'abord quelque part et puis en échangeant de réajuster le score qu'elles s'étaient attribué en constatant les pratiques des autres. Et on a trouvé ça précieux. Voilà, et donc sur la diapo suivante, c'est tout pour les cours Rex. En fait, on a pensé à 3 questions qu'on peut ouvrir sur, alors sur acte pas à pas ou aussi acte évaluation, hein, et sur lesquels on aimerait avoir votre avis. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous avez connu des cas similaires à ceux que j'introduisais juste avant? Ou alors, quels autres enjeux liés à la subjectivité vous rencontrez dans vos accompagnements? Est-ce qu'un module qualitatif vous paraît plus sensible à la subjectivité qu'un autre, donc management, engagement, fournisseur, client, engagement public et modèle économique? Et puis aussi, finalement, comment faire mieux collectivement? Quelles solutions mettre en place pour diminuer la subjectivité? Et aussi, pourquoi pas, la relativiser et faire la paix avec la part de subjectivité qui restera toujours dans le cadre d'un accompagnement ou d'une évaluation faite par un humain. Voilà pour cette intro. Top. Merci Louis, très clair. Oui, bah, l'idée, c'est en effet de vous faire réagir, comme l'a dit Louis. Donc, je pense que le mieux, c'est de passer directement par les micros, non, que par le chat. Edouard, c'est ça qu'on avait prévu, hein. Oui, carrément, voilà, c'est effectivement Je pense une que discussion un peu plus vivante. Donc, on avait prévu un peu de temps des discussions, donc il ne faut pas hésiter effectivement à… Déjà, merci Louis pour cette présentation et ce retour d'expérience. Et puis, à partager aussi vos retours d'expérience en tant que consultant, que ce soit sur acte pas à pas ou acte évaluation, puisqu'on retrouve le même système de matrice de maturité et de problème de subjectivité. Donc voilà, on est là pour collectivement identifier aussi un peu les problèmes, les points d'amélioration, comment on peut améliorer les choses. Et je pense que les 3 questions posées par Louis sont bonnes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience ou vos idées par rapport à ça. Et on sait que vous n'êtes pas timide. Donc, allez-y. Jérémy, moi j'ai peut-être un questionnement. Si je prends l'exemple de l'action collective Bicorp, en fait, on est déjà avec un niveau d'entreprise qui est largement, on va dire, active sur les champs de la RSE. Donc, si on les amène, on va dire, à benchmarker entre elles sur le niveau d'engagement dans lequel elles peuvent s'évaluer, en fait, on met déjà la barre haut. Donc, du coup, dans quelle mesure on ne crée pas des biais par rapport à d'autres entreprises qui ne seraient pas déjà dans cette dynamique Bicorp, parce que déjà, quand on est Bicorp, on a fait un très gros travail d'évaluation de sa démarche RSE. C'est un très bon point, merci. Je pense que en effet, il y a de la subjectivité à ce niveau-là et on a constaté que c'était des entreprises, en tout cas pour celles que j'ai pu croiser, qui avaient un petit peu de mal à se positionner sur des niveaux élevés de maturité parce qu'elles avaient justement vraiment conscience des enjeux et des meilleures pratiques à chaque fois. Cependant, on a la grille aussi qui nous aide et avec des critères qui sont, alors qui permettent pas toujours une évaluation objective, mais qui ont le mérite d'être posés et formalisés et qui aidaient aussi parfois à recentrer peut-être et à supprimer certains biais. Mais c'est certain que c'est un sujet. Ouais. Que veut dire Jérémy, c'est peut-être que 99% des entreprises sont plutôt dans le cas inverse à Bicorp, quoi. Ouais. C'est un vrai sujet sur les moins matures, quoi. Ouais, après, sur ces matrices, normalement, les 5 niveaux de maturité sont censés représenter du coup un niveau basique, on va dire relativement minimum, à un niveau aligné bas carbone, en passant par voilà, ces étapes intermédiaires. Donc, en théorie, effectivement, on est censé pouvoir évaluer et positionner les entreprises, qu'elles soient plutôt novices sur ce sujet-là, ou même plutôt avancées. L'idée dans Acte pas à pas, c'est de progresser, quel que soit le point de départ. Et dans Acte évaluation, c'est d'évaluer et de positionner l'entreprise sur ces modules qualitatifs, que ce soit le management, l'engagement fournisseur, l'engagement client et l'engagement public. Mais c'est vrai que voilà, on est vraiment intéressé par
avoir ces retours d'expérience. Voilà, des fois, ces niveaux de maturité peuvent être un peu difficiles, pas difficiles en tant que tel, mais c'est difficile de positionner l'entreprise sur un niveau particulier. Et puis voilà, on est intéressé aussi par vos pratiques sur, voilà, on a le retour d'expérience de Louis sur quelques expériences particulières avec des choses qui ont été mises en place pour essayer justement de minimiser cela. Donc voilà, si vous, en tant que conseiller acte pas à pas ou évaluateur acte, vous avez aussi un peu des astuces, n'hésitez pas à les partager. Ouais, c'est Nicolas. Justement, je voulais partager un témoignage. Enfin, moi, je démarre dans Acte, donc je n'ai pas un très gros retour sur Acte, mais pour avoir fait beaucoup d'audits ou avoir été beaucoup audité sur d'autres systèmes qui n'ont rien à voir avec l'environnement, mais sur lequel il y a énormément de subjectivité aussi. La subjectivité, elle est de toute façon inhérente à ce type de système. Et moi, je pense que ce que j'ai vécu, c'est qu'en général, elle n'est pas générale, c'est-à-dire que c'est souvent quelques points qui posent problème entre l'auditeur et l'audité, je vais pour simplifier. Et je pense que c'est là qu'il faut passer un peu de temps pour essayer de vraiment comprendre ce qui bloque derrière. Voilà. Et en général, on arrive quand même assez souvent à lever les points. Mais je n'ai jamais vu, en tout cas, dans ma carrière, de réels problèmes liés à cette subjectivité de manière générale, quoi. C'est tout le temps très ponctuel. Ok. Voilà, c'est juste un témoignage. Ok, merci. Donc, ce que je retiens, c'est voilà, une problématique qui est identifiée, mais qui est plus ponctuelle et qui se règle aussi avec par le dialogue avec l'entreprise en question, quoi. Oui, tout à fait. Merci. C'est Rémi ici, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Rémi, oui. Bonjour tout le monde. Merci Louis pour la présentation. Je suis d'accord avec beaucoup des points qui ont été soulevés. La subjectivité dans les accompagnements qu'on a, on l'observe beaucoup sur la grille de progression aussi, clairement. Autant, moi je dirais en fait, autant sur les modules, les 4 modules quantitatifs que sur les modules quali, parce que en l'occurrence, dans la pas à pas, ils sont tous qualitatifs. Ouais. Et donc, on a affaire à des matrices de maturité systématiquement. Ce qui me frappe, c'est que, si j'avais un point à relever, c'est que dans le cadre des accompagnements pas à pas, en particulier pendant l'état des lieux initial, l'enjeu pour l'entreprise, c'est de préparer une première évaluation où elle va être bien en mesure ensuite de pouvoir mettre en évidence ses progrès. Et c'est un peu contre-intuitif pour elle, c'est-à-dire que spontanément, elle peut avoir tendance, c'est pas toujours le cas, mais elle peut avoir tendance à voir le verre à moitié plein et à se noter un peu pour avoir une bonne note. Et en l'occurrence, ce qui va plutôt la valoriser dans la durée, c'est plutôt d'être un petit peu sévère au départ pour pouvoir mieux mettre en évidence quand elle a fait des petites choses sur des points précis, pour pouvoir mieux mettre en évidence des augmentations d'un point sur une matrice de maturité, plutôt que finalement de ne pas pouvoir bouger le curseur parce qu'elle s'était déjà notée un peu haut. Donc c'est une recommandation qu'on a ou une pratique qu'on a avec elle, c'est de ne pas hésiter à être bien sévère au départ sur l'état des lieux initial, même si ça ne lui fait pas plaisir, pour mieux valoriser ensuite ce qu'elle va faire, puisque ce qu'on veut mettre en avant dans Acte pas à pas, même si c'est de la pure auto-évaluation, ce ne sera pas forcément vu de l'extérieur, mais c'est vraiment capable de voir à quel point on a progressé, et ça permet de mieux le faire. Voilà ma contribution. Merci Rémi. Merci Rémi. Et du coup, pour être un peu plus concret, Rémi, c'est-à-dire que donc j'entends bien la recommandation effectivement d'être un peu plus sévère, c'est-à-dire que vous demandez à l'entreprise de faire une auto-évaluation sur la grille de progrès et vous, comment ça marche après, vous repassez derrière pour pas pour vérifier, mais voilà, pour s'assurer que le positionnement a bien été réalisé par l'entreprise ou Oui, vous procédez différemment. En fait, on procède un petit peu comme ce qu'a évoqué Louis, c'est-à-dire que d'abord, on fait en sorte vraiment résolument que la grille de progression soit vraiment, que le coordinateur ou la coordinatrice se l'approprie. Et donc, on commence par bien la lui expliquer ou réexpliquer
puisqu'en général, cette personne l'a vu en formation. Ensuite, nous, vraiment notre façon de faire, c'est qu'on la fait remplir en interne par l'entreprise, centralisée par le coordinateur. Et puis, on fait une revue critique, comme le disait Louis, c'est exactement comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on l'a reballé de notre côté, on voit là où on aurait mis une note différente. Et ensuite, on fait une réunion où on en parle avec le coordinateur, coordinatrice, et puis on se met d'accord. Enfin, in fine, c'est elle qui décide, mais c'est cette personne-là qui décide, mais on se met d'accord. Et ce qui souvent pêche, finalement, il y a deux choses. Il y a le fait, se positionner au bon endroit. Parfois, il y a aussi des malentendus. Mais c'est aussi, ce qui nous paraît important, c'est que le champ commentaire soit très bien renseigné et qui permette de bien expliquer la notation, parce qu'en fait, évidemment, l'enjeu dans la durée, c'est aussi la traçabilité de l'information. Et donc, on fait ça avec elle. On s'assure aussi que le commentaire est bien renseigné. Merci Rémi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres contributions ou d'autres questions? Des personnes qui ont une façon de travailler différente aussi, si ça peut être intéressant. Peut-être moi, Perrine, bonjour. Nous, on fait pas exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on fait pas une revue critique dans le sens que l'a décrite Rémi. En fait, on remplit nous aussi le diagnostic initial pour l'entreprise avec les documents qu'on a à disposition, avec les informations que l'entreprise nous a données lors de différents points. Et donc, on fait vraiment en parallèle de l'entreprise, nous aussi, finalement, le diagnostic initial. Et ça ça apporte une discussion autre que faire une revue critique. En fait, enfin, on a trouvé, on a essayé les deux cas et on a trouvé que faire nous, de notre côté, un peu tout seul, sans avoir le diagnostic initial de l'entreprise, ça a apporté une discussion autre que relire le travail fait par l'entreprise. Donc maintenant, on fait plutôt comme ça. Ok, merci pour ce retour, sachant qu'effectivement, l'idée de base, c'est que la grille de progrès soit vraiment un outil utilisé par le coordinateur ou par la coordinatrice en interne de l'entreprise. Mais voilà, c'est aussi intéressant d'avoir un peu vos retours d'expérience et les différents chemins utilisés pour justement remplir cette grille de progrès et positionner l'entreprise sur les différents niveaux de maturité pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire atteindre l'objectif avec la grille de progrès, en tout cas dans une première version, c'est le diagnostic initial. Et c'est ensuite la valorisation des progrès réalisés grâce aux différentes étapes et actions de Acte Pas à Pas. Là, je parle vraiment pour Acte Pas à Pas parce que c'est vrai que c'est général, du coup, les matrices de maturité dans Acte Pas à Pas. Donc, c'est intéressant d'avoir effectivement vos méthodes un peu différentes, mais on s'assure effectivement à chaque fois on a des avantages et des bénéfices et qu'on atteint l'objectif final de bien positionner l'entreprise. Ouais. Moi, je ne suis pas expert, mais juste, je veux dire, j'accompagne pas les entreprises, mais pour avoir fait pas mal de synergies dans ma vie passée, j'imagine très bien, Louis, ce que tu disais sur les allers-retours, que c'est hyper important parce que, moi, c'est ce qu'on faisait avec les élus. Alors, c'est pareil, hein, c'est des collectivités, mais c'est exactement la même chose. En fait, on s'aperçoit que le diagnostic initial, il est rarement figé. Et jusqu'au dernier moment, même jusqu'au système de reconnaissance où il va y avoir un auditeur ou une auditrice qui va passer derrière d'ailleurs. Et la case commentaire qu'évoquait Rémi, c'était hyper important justement pour ce dispositif de reconnaissance. Donc voilà, c'est pas on va dire un retour d'expérience acte, mais c'est aussi un outil ADEME et c'était un peu conçu pareil. Et ces allers-retours et ces cases commentaires, c'était hyper important pour la suite aussi. Ouais, en fait, quand j'entendais Rémi, c'est un petit peu. On peut avoir, là, dans le cas que je présentais tout à l'heure, on pouvait avoir tendance à se positionner sur des niveaux de maturité un petit peu plus élevés et à se rendre compte après des mois de travail qu'en fait, tout ce qu'on avait fait, ça permettait d'atteindre ou d'augmenter un tout petit peu, où en fait, on réalisait que ça nous avait permis de cocher avec plus d'aplomb cette case et qu'en fait, finalement, avant, on n'y était pas
l'entreprise, le coordinateur n'y était pas. Je vois l'heure qui tourne, Edouard. Je vais garder un peu de temps aussi pour le deuxième sujet. Alors, je ne sais Oui, pas bien s'il sûr. y a encore d'autres retours, remarques par rapport à ces modules Quali. Sinon, je propose de passer la parole à Ouais. Erwan. En tout cas, merci Louis. Merci à Louis, merci à tout le monde. Merci Reste beaucoup. connecté s'il y a des questions à la fin, on ne sait jamais. Yes. Et du coup, je propose de repartir avec Erwan Le Breton. J'ai vu que tu étais connecté. Ouais, je suis connecté et c'est super que tu aies mis la présentation. Ça, Bah je ouais, vais du coup, partager. je vais faire pareil, je vais la diffuser. Et donc, Ouais. toi, je vais te laisser te présenter, mais ton sujet, c'était un besoin aussi qui avait été remonté par les BE au moment du questionnaire. C'était sur les enjeux d'adaptation aux petites entreprises. Voilà, donc je te laisse te présenter tes slides et puis après, on échange. Ok. Donc, moi, je suis Erwan Le Breton. J'ai fondé le cabinet Paradigm Shift, on est deux, et je suis basé en Bretagne. Vous voyez le phare à Ploumanac. Et donc, oui, je vais vous parler de l'adaptation aux TPE, PME. Moi, j'ai principalement accompagné des PME sur Act, en tout cas. Donc, allez, un que je n'ai pas encore démarré, 70 personnes à environ 200 personnes. Donc, ça reste quand même des entreprises un peu importantes, mais on peut vite voir comment on peut s'adapter à une entreprise plus petite. Je vais du coup parcourir plusieurs points très rapidement, mais c'est plus pour lancer le débat. Donc, autour de la Progress Grid, du SWOT, de la construction de benchmark et puis les indicateurs de performance. Pour ceux qui n'auraient pas démarré d'accompagnement pas à pas, je fais un petit rappel avec les slides. La Progress Grid, elle se configure avec beaucoup de critères et il ne faut pas hésiter à les utiliser et à jouer un petit peu avec pour voir comment ça influence les questions, parce qu'on peut vite passer de peu de questions à une cinquantaine. Et je pense que c'est une discussion que vous devez avoir avec l'entreprise, mais pour vraiment comprendre à quel niveau de maturité elle est, intuitivement, avant même de commencer quoi que ce soit. Avec quelques discussions avec le dirigeant, vous allez assez vite voir s'ils sont engagés, s'ils ont mis en place des choses ou pas, et s'ils ont du temps aussi et de l'énergie à consacrer au sujet. Et du coup, vous allez pouvoir configurer la grille pour avoir plus ou moins de questions. Les entreprises engagées, elles vont vouloir toujours plus de questions. Donc, n'hésitez pas à passer en mode extensive. Mais sinon, vous pouvez configurer la grille pour qu'elle soit un peu moins lourde. Un autre point sur la grille, mais un point assez général finalement, les entreprises de taille modeste, leurs ressources en général, elles sont à fond sur leur sujet opérationnel. Et donc, il est probable que vous ayez en coordinateur quelqu'un soit qui n'a pas tant que ça de temps à consacrer au sujet, parce qu'il a un job prenant, soit quelqu'un qui est plutôt junior et du coup qui peut consacrer plus de temps. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut quand même s'attendre à passer du temps pour expliquer la méthodologie, mais aussi pour comprendre l'entreprise. Donc, passer par une série d'interviews, récupérer des données de l'entreprise, mais vous faire une idée propre de la maturité de l'entreprise et du coup pouvoir avoir une discussion sur les points qui sont potentiellement à débat. Je trouve que la grille est quand même très bien faite parce qu'elle explique vraiment les différences entre les 5 critères, entre basique et aligné. Donc c'est assez facile de tomber d'accord sur le critère à mettre. Je suis assez d'accord avec Rémi aussi, c'est bien de mettre des notes un peu sévères parce que effectivement le but c'est d'évaluer des progrès. Cette grille, on va la faire vivre. Et s'il n'y a rien qui bouge, ça peut être quand même pas mal frustrant.
Un point encore sur la Progress Grid, c'est qu'on peut sélectionner un secteur d'activité. Documentez-vous avant sur les guides sectoriels, parce que moi, j'ai accompagné une entreprise dans le secteur de la construction, qui n'est pas une entreprise générale du bâtiment, qui est une entreprise qui se focalise sur un lot en particulier. Et finalement, choisir le secteur construction, ce n'était pas le plus adapté, les questions n'étaient pas pertinentes. Et au final, on a fait machine arrière, on est reparti sur le modèle générique, où on s'est retrouvé beaucoup plus concerné, en fait. Donc, et en plus, ils sont super bien faits, les guides sectoriels. Donc voilà pour la Progress Grid. On peut passer au SWOT. J'ai voulu le mettre parce que j'ai trouvé que pendant la formation aux outils Acte pas à pas, un certain nombre de personnes avaient du mal à se projeter plus large que le volet carbone de l'entreprise. Et en fait, on vient positionner les opportunités et les menaces sur des critères qui sont hyper vastes, qui vont du légal aux aléas climatiques, etc. Et donc, garder en tête le business de l'entreprise et son environnement large, c'est ça qui va faire qu'on peut faire une analyse pertinente du sujet. Et donc, il ne faut pas réfléchir que carbone, évidemment, on est là quand même pour ça, mais réfléchissez assez large à l'environnement concurrentiel, etc. Voilà pour ce point. Passer sur les benchmarks, parce que là, on a eu plein de discussions et j'ai vu Anne qui était dans le webinaire aussi, et je pense qu'elle va comprendre de quoi on parle, parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Comment on construit un benchmark qui parle à l'entreprise quand on est une petite entreprise, donc on n'est pas une entreprise qui fabrique des voitures, on n'est pas dans une entreprise qui fabrique du ciment, on n'est pas une entreprise qui fabrique de l'électricité. On est sur une entreprise qui, souvent, elle assemble des choses et elle est dépendante de toutes ces industries-là. Et donc, comment construire une trajectoire, sachant que toute entreprise utilise les transports, des matières premières qui sont constituées de plastique, potentiellement de ciment, etc. Elle a peut-être aussi des circuits de distribution et du coup, peut-être que le secteur du retail peut avoir du sens. Donc, choisir une trajectoire toute faite dans l'outil, pour une PME, je pense qu'on peut considérer qu'on peut oublier. Donc, c'est important de pouvoir la reconstruire en fonction des secteurs d'activité dont dépend l'entreprise. Et donc, sur certains benchmarks, on n'a pas les données. Et donc, avec l'ADEME, on a réfléchi, on s'est dit on va repartir peut-être des trajectoires soit qui sont dans les méthodologies sectorielles ACT quand elles sont documentées, ou carrément revenir au scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui repart des grands secteurs d'activité. Donc reconstruire un benchmark à partir de ça. Donc, je pense que ce serait vraiment bien qu'on en discute parce qu'il y a aussi la SNBC qui donne des objectifs, il y a l'Europe qui donne des objectifs. Dans quel sens on part, c'est une vraie question. Voilà pour ce point et on peut passer au slide suivant où je voulais simplement parler des indicateurs de performance carbone qui sont aussi potentiellement spécifiques à l'entreprise. Pour une TPE-PME, comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui va dépendre de plusieurs secteurs d'activité, qui va fabriquer soit des produits sur mesure, donc qui vont tous être différents. Donc, comment choisir un indicateur quand on fait des produits qui sont tous différents ou alors, au contraire, un produit standardisé, auquel cas c'est beaucoup plus simple. Pour l'entreprise du bâtiment dont je parlais, elle met en œuvre différentes choses et on a essayé de catégoriser par grande famille. Donc, de l'ossature, de l'isolant, etc. Et de se donner des indicateurs de performance par grande famille de catégories qui sont mises en œuvre. Voilà, c'était pour... Mais là, maintenant, je lance le débat parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui, à mon avis, sont à discussion.
Et je vous attends sur les benchmarks, au moins sur les benchmarks. Ah, mais, merci Awan, parce que c'est à la fois du retour d'expérience et des questionnements, en fait. Et du coup, voilà. Donc, au moins, il y a un débat ou des bonnes pratiques. Je ne sais pas si les gens veulent réagir. Bonjour à tous, Pierre Millet. Erwan, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Effectivement, j'aimerais si possible revenir sur les 3 points qui sont été évoqués parce que pour moi, ils sont tous super importants. Alors, la Progress Grid, je suis plutôt d'accord dans le fait où effectivement, il faut passer beaucoup de temps sur la connaissance de l'entreprise. C'est-à-dire que au fur et à mesure des discussions qu'on peut avoir avec les acteurs, que ce soit donc des choses plus sérieuses qui sont de l'ordre stratégique, comme des discussions un petit peu que je qualifierais de off avec le responsable RSE, en fait, on peut avoir des petits détails quali historiques ou bien de gestion sociale de l'entreprise. Je pense que c'est vraiment important de l'intégrer dans sa Progress Grid. Et évidemment, je pense que c'est dans la tête de tout le monde, mais j'aime bien le dire, c'est que mine de rien, quand on lance un acte, que ce soit acte d'évaluation ou acte pas à pas, le fait d'avoir fait un bilan carbone ou à minima d'avoir eu accès à un rapport de bilan carbone de l'entreprise, c'est déjà une très bonne base de discussion. Et encore plus, vraiment, si on a fait le bilan carbone, mine de rien, tout à chacun, on sait que collecter des données, ça mène à avoir des discussions avec un grand nombre de personnes dans l'entreprise. Et donc, je pense que c'est une bonne base pour commencer un acte, notamment lorsqu'on arrive face à cette Progress Grid. Et je crois que le fait de rappeler que il faut que l'entreprise ait fait un bilan GES, c'est top. Et l'idéal, c'est d'avoir fait cette mission-là en amont avec l'entreprise avant de faire du acte. Et surtout du acte pas à pas. Je pense que c'est la continuité logique de l'accompagnement. Et c'est ce qui va faire la plus-value ou la valeur ajoutée d'accompagnateur extérieur. C'est qu'il aura suivi l'entreprise de A à Z sur ce chemin. Et puis, mine de rien, voilà, sur la Progress Grid, dans acte pas à pas, c'est pas qu'on est limité, mais on a un cadre en termes de jours et en termes de temps à passer. Donc, évidemment, si on a fait le bilan carbone, on gagne du temps en efficacité pour nous et pour l'entreprise sur notre évaluation qu'on en fait. La seconde chose, si vous me permettez de continuer, c'est sur la trajectoire. Moi, je suis complètement d'accord. Alors, en fait, à l'heure actuelle, je fais une entreprise qui, que ce soit au regard de la SNBC ou au regard de l'IEA. Alors, tout d'abord, j'aime bien, je travaille beaucoup aussi avec des PME. Globalement, à l'origine, avant d'être sur Act, j'ai repris la matrice mathématique de l'initiative SBT, à laquelle j'ai adapté les objectifs de la SNBC, en ne prenant pas les objectifs de réduction de l'IEA, mais en prenant les objectifs de la SNBC. Donc, ça permet en fait de recadrer, utiliser la méthode SBT, tout en positionnant vraiment l'entreprise française dans les objectifs du territoire français. Donc, je trouve que c'est déjà une bonne adaptation. Et la seconde, c'est effectivement pour une entreprise qui est une PME, comment la positionner par rapport aux grands objectifs de l'IEA ou de la SNBC. Je trouve que c'est particulièrement difficile, surtout quand on est une entreprise qui est en fait à mi-chemin sur plusieurs secteurs. Je vous donne un exemple, une entreprise qui est dans le nettoyage industriel de gros secteurs. Est-ce qu'elle fait partie de l'industrie? Est-ce qu'elle fait partie du secteur des services? Est-ce qu'elle fait partie du secteur de l'énergie parce qu'elle utilise beaucoup d'énergie? Alors évidemment, ce n'est pas production d'énergie, mais elle est extrêmement dépendante de l'énergie qu'elle utilise pour ça. Voilà, pour moi, je trouve ça toujours difficile de positionner une entreprise dans un secteur, surtout quand on est sur les petites entreprises qui rendent des services à des plus grosses sociétés qui appartiennent à un secteur bien défini. Et pareil, je me questionne en fait sur comment faire. Peut-être que ma réflexion n'est pas bonne et dans ces cas-là, je suis très intéressé par les retours que vous pouvez avoir là-dessus, tout à chacun. Et puis la dernière, c'est sur les indicateurs de performance. Alors moi, j'ai fait le choix, donc sur des grosses entreprises, voilà, on est sur un bilan carbone, prenons une entreprise de l'agroalimentaire, 80-90% de son impact, c'est les intrants. Bon, très bien. Est-ce qu'on va travailler sur les 5000 produits que l'entreprise a faire? Évidemment, ce serait idéal. Mais est-ce qu'on ne peut pas se baser sur des produits phares et donc utiliser comme indicateur de performance, bien que ce soit donc une entreprise hétérogène, donc qui vend un grand nombre de produits, se concentrer sur les indicateurs de performance carbone des produits principaux. C'est cette réflexion que j'ai eue sur la suite du bilan carbone
Et je pense que c'est peut-être une bonne réflexion à avoir sur acte pas à pas, bien que dans l'idéal, on liste tous les produits, toutes les performances de tous les produits. Voilà. Merci Pierre pour ce retour d'expérience aussi, puis pour les questionnements qui rejoignent du coup les questions aussi d'Erwan. Est-ce que pour alimenter du coup la discussion, il y a d'autres remarques ou d'autres contributions de la part des experts? C'est juste un petit complément. Je trouve que c'est très, très intéressant et effectivement, dans ma démarche, mon approche à moi, c'est de proposer systématiquement quelque chose de graduel. Donc, en partant du bilan carbone, je reviens juste sur le premier point, en partant du bilan carbone et de faire un accompagnement complet, je suis tout à fait en phase avec ça et c'est systématiquement ce que je propose pour ensuite déboucher sur de la stratégie. Donc, moi, c'est ma méthode et je pense que c'est la meilleure parce qu'effectivement, on comprend bien quand on fait le bilan ce qui se passe au niveau des émissions et ça permet d'avoir une base de travail vraiment solide. Donc voilà. Okay. Merci Béranger. D'autres remarques? Moi, j'abonderai sur le sujet, effectivement, travail sur les trajectoires. Carbone, c'est une réflexion à faire. Il y a plusieurs manières d'arriver à identifier quel est le bon benchmark pour l'entreprise et ça doit faire l'objet de réflexion, mais aussi de discussion avec l'entreprise pour que ça lui parle aussi, en fait, ces trajectoires, sachant que c'est un benchmark, donc ce ne sera pas forcément là où voudra aller l'entreprise, mais c'est important de distinguer pour elle ce qui existe et puis ce qu'elle voudra adapter pour elle aussi. C'est deux choses différentes, mais effectivement, le sujet de trajectoire, je pense, mérite de se poser voilà, pour échanger et pour être cohérent aussi sur la manière dont c'est proposé aux entreprises. Ouais. Ok. Ok, merci. Note pour les ateliers, peut-être, Edouard. Ouais. On voit qu'il y a un sujet, effectivement, sur les trajectoires. Il y a un sujet atelier, quoi. Ouais, après, effectivement, bon, c'est pas pour donner toutes les réponses, parce que j'ai pas toutes les réponses à ces questions-là, mais c'est vrai qu'on voit que les méthodes acte évaluation s'appuient beaucoup sur les trajectoires de l'Agence internationale de l'énergie, pas que, mais quand même beaucoup, du coup dans un contexte très international, et par grande zone géographique et par activité, par secteur bien délimité. Et c'est vrai que quand on va toucher effectivement une entreprise plus petite, avec des enjeux qui vont être différents, qui va plutôt avoir une activité en France, voilà, se pose la question du coup de la bonne trajectoire, les bonnes trajectoires à utiliser. Et c'est vrai que déjà, l'approche générique de ACT, elle apporte des éléments de réponse sur le fait que, dans un premier temps, c'est identifier les bons enjeux, les postes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont significatifs et sur lesquels il va falloir travailler. Et derrière, quelles sont du coup les trajectoires par rapport à ça. Et ça me fait penser justement à la stratégie nationale bas carbone. Ça a été soulevé du coup par plusieurs remarques. C'est vrai que pour une entreprise française qui a ses activités en France, la SNBC a un petit peu plus de sens du coup sur le périmètre géographique, mais ça reste du coup des trajectoires par grand secteur d'activité, pour l'industrie, pour le transport, pour le bâtiment, etc. Et là justement, on avait lancé une réflexion côté ADEME pour essayer avec la DGEC, pour essayer d'affiner ça par sous-secteur d'activité. Par exemple, pour un transport de marchandises sur route, par exemple, pour du bâtiment, mais du bâtiment résidentiel, etc. Donc, c'est d'avoir une approche un petit peu plus fine. Pour l'industrie, il y a les plans de transition sectoriels qui sont rédigés par nos collègues du service industrie. Donc, il y en a un sur le ciment et il y en a d'autres qui vont arriver, qui sont en cours d'élaboration. Donc, voilà, l'idée d'avoir des choses qui soient plus fines et plus représentatives. Et d'une manière générale, et je pense que c'est aussi valable du coup sur acte pas à pas, c'est voilà, quelle va être la bonne. On a
un peu plus cette flexibilité sur acte pas à pas que sur acte évaluation, puisque acte pas à pas, l'idée, c'est de progresser et de se positionner sur une bonne trajectoire. Donc là, on est vraiment dans un référentiel de progrès et d'avoir du coup, comme le propose la Carbon Performance Toolbox, l'outil de performance carbone, de pouvoir sélectionner la trajectoire pertinente. Donc à la fin, d'avoir un mix, ou en tout cas un échantillon de trajectoires et d'aller piocher du coup la bonne trajectoire, que ce ne soit pas que des trajectoires de l'AIE, mais qu'on ait aussi de la SNBC, qu'on ait de la SNBC affinée, etc. Donc ça pourrait être effectivement quelque chose d'un peu d'intéressant qui pourrait répondre à certaines de vos interrogations. Et puis, quand on a aussi un secteur hétérogène, on a toujours la possibilité, ce qu'on fait aussi des fois dans Acte Évaluation, de passer par un raisonnement en absolute contraction, donc contraction absolue, en disant que voilà, là on a un secteur hétérogène, on n'a pas forcément de trajectoire dédiée, et donc l'approche par contraction absolue peut être, même si c'est un proxy, finalement la plus pertinente pour une entreprise. Donc voilà, c'est ça. C'est toujours au cas par cas, mais je pense que ça serait intéressant effectivement pour un atelier de creuser vraiment ce sujet-là, parce qu'on voit qu'effectivement il y a des questionnements et les réponses ne sont pas forcément évidentes, en tout cas sont vraiment au cas par cas, et il y a à progresser sur ça. Je reprends la parole, mais c'est une bonne nouvelle qu'on veuille détailler davantage la SNBC. Parce que moi, quand je vois les trajectoires de l'IEA, quand on regarde ce qu'on souhaite atteindre à 2030, on est loin des 40% et encore plus des 55% de réduction qui sont les objectifs de la SNBC et de l'Europe. Et donc, du coup, c'est difficile d'avoir la discussion avec les entreprises qui connaissent parfois les moins 55% de l'Europe, qui se disent, avec les trajectoires de l'IEA, comment on fait pour y aller, quoi. Ouais, donc c'est des discussions qui ne sont pas évidentes à avoir avec les entreprises. Et le choix du benchmark en passant par la SNBC, ça m'a paru pas approprié parce que, en tout cas dans mon cas, où l'entreprise met en œuvre des matériaux qui viennent des secteurs qui sont mentionnés dans l'IEA, quoi, le ciment, l'acier, etc. Donc repartir de ça, c'était clairement plus pertinent que de partir d'un gros truc appelé industrie dans la SNBC. Où on je comprends. Ok. Bon, on voit qu'il y a un sujet à creuser là, en tout cas sur les trajectoires. Donc effectivement, quelque chose d'un peu plus atelier à développer pour creuser davantage ce sujet-là, et puis se tenir informé, de vos besoins, de vos retours d'expérience, aussi des choses que l'on peut être amené à faire ou à développer. Je pense qu'effectivement, là, c'était une première approche, mais il y a un sujet à creuser, Damien. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... il reste 1 minute. On peut déborder un peu, mais est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? D'autres retours d'expérience? Je cliquerai sur ton lien, Erwan, après. Merci, Erwan. Ok, pas de... A priori, pas d'autres retours. Je sais pas, Edouard, si tu voulais... Merci du coup pour ces discussions. Si on veut un peu clôturer et puis conclure, voilà, on a balayé les actualités. Normalement, j'ai essayé de répondre le plus possible du coup aux questions, et puis de vous donner les contacts quand c'était pertinent. S'il y a besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous, et vers moi en particulier. Merci du coup pour les contributions et les réflexions sur la subjectivité liée aux matrices de maturité. On a pu récupérer quelques petits trucs et astuces, ou quelques bonnes pratiques en tout cas, de la part des acteurs, donc merci pour ça. Et puis effectivement un sujet sur l'adaptation de Acte au PME ETI, notamment sur le choix du bon benchmark. Là, je pense qu'il faudra peut-être du coup prévoir un atelier particulier. On va reprendre aussi tous
toutes vos contributions, toutes vos remarques sur la fréquence du coup des webinaires pour justement vous proposer une bonne fréquence et puis aussi un bon format pour justement balayer les actualités et deux, creuser des sujets vraiment particuliers. Donc on reviendra vers vous sur ça pour la prochaine. Donc c'est pour ça que c'est difficile de prendre une date maintenant. Donc on reviendra vers vous par rapport à vos contributions, vos remarques, et puis également par rapport à la plateforme d'échange qu'a présenté Damien. Ouais, je voulais juste préciser ça, Edouard, ça ne se fait pas de prendre la parole après la dame, mais non, c'est pas grave. Non, justement, parce que ces sujets, la trajectoire et tout, moi, je les note aussi, parce qu'en fait, on a envie d'organiser cette plateforme d'échange avec des canaux thématiques. Et je pense que ça peut être aussi un bon moyen entre chaque webinaire, ou en tout cas chaque atelier, de poursuivre les discussions et de garder l'historique. Donc voilà, tout ce que vous avez émis comme retour d'expérience et échange ici, on va essayer de les organiser sur la plateforme d'échange pour qu'on puisse prolonger les discussions assez rapidement dès que celle-ci est validée. Mais j'avais ça en tête, Edouard. Voilà, c'était juste pour ça. Super. Juste une question, moi, pour conclure. Je suis désolé, c'est un peu tardif, mais vis-à-vis du bilan carbone et de la refonte de la méthodologie qui est en cours, là, qui a démarré, on parle toujours de plan d'action. Est-ce qu'il y a un maillage qui est prévu quelque part pour justement ces histoires de trajectoire entre un bilan et acte pas à pas éventuellement? Alors, du coup, on est dans une réunion ABC puis ADEME, mais non, mais oui, c'est en cours. En tout cas, c'est des sujets qui seront intégrés et j'espère même qu'on ira au-delà de ces sujets dans cette nouvelle méthode. Déjà, dans un premier temps, il y a aussi la refonte du guide ADEME qui a été fait, alors, voilà, qui évoque aussi ces sujets-là sur le guide plan d'action qui est devenu plan de transition. C'est des premiers éléments qui a été publié il y a 15 jours sur la médiathèque de l'ADEME. Mais oui, en tout cas, nous, c'est des sujets à l'ABC qu'on souhaite porter, cette partie vision, trajectoire, stratégie, plan de transition. Voilà. Mais comme depuis le début avec le bilan carbone, j'aurais tendance à dire, c'est juste que maintenant, c'est des actualités nouvelles, c'est des sujets nouveaux. Mais yes, merci Damien en tout cas. Mais t'en fais partie, Béranger, ou pas, du coup? Oui, j'en fais partie, oui. Ouais, c'est pour ça que je posais la question parce que... Ok, ça marche. Bon, on en reparlera alors. Ok, ouais, ça marche, pas de souci. Merci. Super. Désolé, Edouard. Pas de souci, merci, pas de problème. merci tout le monde. En tout cas. Je pense qu'on peut du coup clôturer pour pas trop déborder. Et puis, encore une fois, merci pour tous ces échanges. Et puis au plaisir de vous retrouver bientôt en webinaire et peut-être en physique lors d'une journée en présentiel.